Je suis professeur de sociologie à l'université de Lille 1, mais passionné de l'école autrichienne, et donc je vais vous présenter aujourd'hui la théorie monétaire qu'on trouve dans les manuels contemporains et que je vais comparer avec la théorie autrichienne, et plus précisément la théorie de Mises, mais c'est von Mises, bien sûr, qui a fondé la théorie autrichienne de la monnaie. Alors, pour faire cette étude, j'ai consulté plusieurs manuels de différents niveaux. Donc, un manuel élémentaire de Gregory Mankiw, dont j'avais déjà parlé l'année dernière pour ceux qui se souviennent. Donc, les principes de l'économie. Un manuel de niveau plus élevé de Romer, qui s'appelle Advanced Macroeconomics, donc macroéconomie avancée. Et un manuel de niveau encore plus élevé, celui-ci vraiment très technique, d'un certain Karl Walsh. Donc c'est un manuel de référence publié aux presses du MIT, donc tout ce qu'il y a de plus sérieux, plus de 600 pages, plus de 1000 équations mathématiques, je ne les ai pas comptées. Donc là c'est du costaud. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans ces différents manuels en comparant avec la théorie de Mises pour voir quel est l'état de la théorie monétaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui dans les manuels quand on est un étudiant d'économie, je dirais standard. Qu'est-ce qu'on étudie, qu'est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on peut comparer les théories que l'on apprend aujourd'hui avec celles de von Mises. Donc ici, on va parler uniquement des bases, vraiment des bases de la théorie monétaire. Donc il ne sera pas du tout question ni de la politique monétaire ou de la politique du crédit, ni de la théorie des cycles, ni des conséquences sociales de l'inflation. C'est vraiment les principes les plus basiques de la théorie monétaire auxquels je vais m'intéresser. Et on verra en fait que quand on compare avec les conceptions et les théories de von Mises, on a affaire, dans les manuels contemporains, à des théories qui sont profondément insatisfaisantes sur beaucoup d'aspects. Par contre, il y a un aspect sur lequel ces manuels sont forts, c'est l'aspect technique, l'aspect mathématique, la formalisation. Mais la théorisation laisse très fortement à désirer, et ça on le voit tout de suite quand on étudie ces manuels dans la perspective autrichienne. Alors je commence par la théorie monétaire. Bon, sur la conception même, la définition de la théorie monétaire, il n'y a pas de différence majeure entre les auteurs. Bon, Mises définit clairement la théorie monétaire. Il nous explique que la théorie monétaire a un problème central à résoudre, celui d'expliquer les taux d'échange entre la monnaie et les autres biens. Bon. En d'autres termes, la théorie monétaire doit essentiellement expliquer la détermination, comment se détermine le pouvoir d'achat de la monnaie. Chez Gregory Mankiw, dans le manuel élémentaire, chez Romer, il n'y a pas de définition explicite, mais quand on regarde leurs préoccupations en matière de théorie monétaire, on retrouve à peu près exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur la question de l'inflation. Donc, qu'est-ce que l'inflation et d'où est-ce qu'elle vient? Alors, bien entendu, chez les auteurs standards, l'inflation est définie comme une augmentation du niveau des prix, alors que chez les Autrichiens, elle est plutôt définie comme une augmentation de la quantité de monnaie, et même on peut nuancer encore. Donc, dans les manuels standards, on a affaire à un phénomène qui est l'inflation. Comment est-ce qu'il s'explique? Et c'est la question centrale, la première question, la principale, à laquelle ils essaient de répondre. Donc c'est un petit peu plus étroit que le cadrage de von Mises, mais enfin, bon, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Et chez Karl Walsh, donc dans le manuel le plus technique, on nous explique que le cœur de l'économie monétaire, c'est la détermination du niveau des prix, de l'inflation et le rôle de la politique monétaire. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc grosso modo, sur les questions centrales, il n'y a pas de différence avec von Mises. Les différences, on les voit apparaître tout de même rapidement dès qu'on évoque la question des fonctions de la monnaie. Alors von Mises, et ça c'est une chose qui est quand même assez frappante quand on découvre son traité sur la monnaie, la théorie de la monnaie et du crédit, von Mises estime que la monnaie a une fonction majeure, une fonction clé,
qui est de, je cite, faciliter l'échange des biens et des services. Donc la monnaie est essentiellement un moyen pour faciliter l'échange de biens et de services. Il y a d'autres fonctions, il les évoque, mais pour lui ce sont des fonctions secondaires et dérivées. Alors cette idée d'une hiérarchie entre une fonction primordiale de la monnaie et des fonctions secondaires et dérivées, on ne la retrouve pas chez les auteurs standards. Chez les auteurs standards, on nous explique que voilà, la monnaie a des fonctions, donc on nous dit c'est un moyen d'échange, c'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur, c'est les trois fonctions traditionnelles qu'on trouve aujourd'hui dans les manuels. Mais ce qui est frappant dans les manuels actuels, c'est qu'il n'y a aucune hiérarchie entre ces trois fonctions. Bon. Par exemple, Mankiw, dans son traité élémentaire, nous explique que voilà, il y a le moyen d'échange, unité de compte, réserve de valeur. Dans son traité de niveau intermédiaire, il présente les fonctions dans un ordre différent, comme si pour lui, l'ordre des fonctions n'avait aucune importance. Donc chez Romer, il n'y a pas de mention des fonctions de la monnaie. Et ici, j'ai regardé également la présentation qu'on trouve dans le New Palgrave. Le New Palgrave Dictionary of Economics, donc c'est un dictionnaire, on peut dire le dictionnaire de référence de l'économie. Et là, on a un auteur qui s'appelle Neil Wallace, qui a fait l'article sur fiat money, donc sur la monnaie décrétée. Et lui, il écrit que un objet est considéré comme une monnaie s'il joue l'un au moins des rôles suivants, unité de compte, moyen d'échange, réserve de valeur, et il ajoute le premier rôle et le troisième semblent insuffisants. Donc, il introduit quand même une petite hiérarchie, mais il n'est pas trop sûr. Seem insufficient. Donc, effectivement, il semble indiquer que la monnaie comme moyen d'échange, c'est une fonction primordiale, mais vous voyez, il n'ose pas trop s'avancer quand même. Tandis que chez von Mises, c'est très très net, très clair, très explicite. Il y a une fonction centrale, des fonctions subsidiaires et dérivées. Tobin, James Tobin, le fameux économiste keynésien, dans son article sur la monnaie, également dans le New Palgrave, énumère les trois fonctions, unité de compte, moyen de paiement ou moyen d'échange et réserve de valeur. Donc il commence par définir la monnaie comme une unité de compte. Or, définir la monnaie comme une unité de compte, c'est en réalité une fonction assez secondaire de la monnaie. Et aujourd'hui, vous me corrigerez éventuellement si je me trompe, mais on a aujourd'hui encore en France, les étudiants m'expliquaient ça cette année, des gens en France qui comptent un ancien franc. Donc pour eux, l'unité de compte, c'est l'ancien franc, ce n'est pas l'euro. Je leur ai expliqué que moi-même, pour les grosses sommes, je comptais en francs. Et là, j'ai des mains qui se sont levées en disant moi, mes parents, ils comptent un ancien franc. J'ai dit, oula, 58. Donc, c'est vrai qu'on a un bel exemple dans lequel définir la monnaie comme présenter la monnaie, l'une des fonctions de la monnaie comme unité de compte, ça me paraît tout à fait inexact. On a des gens qui comptent en ancien franc ou en nouveau franc, alors que la monnaie, c'est bien l'euro. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, dans tous les manuels, on retrouve cette idée que l'une des fonctions essentielles de la monnaie, c'est la monnaie comme unité de compte. Alors, la typologie de la monnaie. Dans la théorie de la monnaie et du crédit, Mises présente une typologie de la monnaie exhaustive, systématique et très approfondie, extrêmement importante d'ailleurs. Il va distinguer la monnaie au sens étroit ou au sens propre. Trois formes, la monnaie marchandise, la monnaie crédit et la monnaie décrétée. D'accord ? Et ensuite, différents types de substituts de monnaie, les certificats de monnaie, la monnaie fiduciaire, etc. Bon, je ne reprends pas l'ensemble. Ce qui est frappant quand on lit les manuels contemporains, c'est que la typologie de la monnaie a quasiment disparu. Chez Mankiw, on trouve la distinction entre les monnaies marchandises et les monnaies décrétées, fiat monies. Mais bon, c'est présenté de façon extrêmement sommaire et rapide. Chez Romer, chez Karl Walsh, aucune typologie de la monnaie. Pas de typologie de la monnaie. Voilà. Alors, dans le New Palgrave, donc ce fameux dictionnaire de référence, que vous connaissez peut-être, il y a un article qui porte sur la monnaie marchandise, donc commodity money. Alors là, c'est assez intéressant, je trouve, du point de vue autrichien, puisqu'il y a une phrase qu'on lit qui dit ceci: la monnaie marchandise est une chose du passé.
Aujourd'hui, dans l'ensemble du monde, les pays utilisent des monnaies décrétées, des fiat monies. Donc, commodity money is a thing of the past. Et cette phrase que je viens de vous citer est reprise exactement à l'identique dans la conclusion. Donc, dans l'introduction, on lit cette phrase, et dans la conclusion, on relit exactement la même phrase. La monnaie marchandise est une chose du passé. Donc, on ne sait pas très bien ici si l'auteur qui s'appelle, je n'ai pas noté son nom, c'est bizarre, je ne le retrouve pas. On ne sait pas très bien si l'auteur énonce un fait ou un jugement de valeur. On a l'impression qu'il a envie de nous dire que là, les monnaies marchandises, c'est le passé, maintenant c'est terminé, on a tourné la page. Bien entendu, pour les économistes de l'école autrichienne, on espère que les monnaies marchandises ne sont pas simplement une chose du passé et qu'elles reviendront à l'avenir, histoire de stabiliser un petit peu notre système. Vous voyez, donc dans l'article, dans le dictionnaire de référence, l'article sur les monnaies marchandises, on vous dit, bon, c'est terminé, on en parle, mais c'est vraiment histoire d'avoir un dictionnaire assez complet sur ces questions, mais c'est une chose du passé. La principale distinction qu'effectue Mises dans sa typologie de la monnaie, c'est donc entre la monnaie au sens étroit et les substituts de monnaie. Et cette distinction, en effet, est cruciale dans le cas des monnaies marchandises, puisque vous avez les pièces d'or, par exemple, bon, la monnaie au sens étroit, et les certificats d'or, la monnaie, le substitut de monnaie. Donc, une distinction tout à fait cruciale. Alors, aujourd'hui, cette distinction entre la monnaie au sens propre, au sens étroit du terme, et les substituts de monnaie, cette distinction est toujours importante. Elle n'est plus malheureusement explicitée, comme je l'ai dit. La monnaie au sens propre, dans nos systèmes monétaires, je pense que vous serez d'accord, c'est ce qu'on appelle la base monétaire. En anglais, on appelle ça aussi la high-powered money, la monnaie très puissante, si je puis dire. Donc, ce sont les billets, les pièces détenues par le public, et les réserves des banques, les réserves que les banques détiennent auprès de la Banque centrale. Donc ça, on peut considérer que c'est la monnaie au sens étroit du terme, et le reste, eh bien, ce sont des substituts de monnaie ou de la monnaie fiduciaire. Donc on voit que la typologie de Mises est indispensable pour comprendre ce qui se passe. Malheureusement, cette typologie a complètement disparu, et je vous dis, chez un auteur comme Karl Walsh, dans son traité de la monnaie, plus de 600 pages, pas une seule typologie de la monnaie. Il cite high-powered money à un moment. Comme j'ai le texte en PDF, je peux faire des recherches systématiques sur l'ensemble du document. High-powered money, oui, c'est cité, mais low-powered money, enfin d'autres formes de monnaie, quelle est la distinction, comment est-ce qu'on peut conceptualiser, théoriser cette distinction? On ne trouve strictement rien chez ces auteurs. Donc voilà pour ce qui est de la typologie de la monnaie. Alors maintenant, on rentre en quelque sorte dans le cœur du sujet, le pouvoir d'achat de la monnaie, puisque le cœur de la théorie, c'est l'explication du pouvoir d'achat de la monnaie. Et on commence par l'explication subjectiviste. Alors ici, la surprise que l'on peut avoir, c'est en lisant donc le manuel introductif de Gregory Mankiw, on s'aperçoit qu'il présente une théorie subjectiviste qui est assez proche, vraiment proche de celle de Mises. Tout à fait similaire. Bon, même s'il y a des différences, tout de même, il reste des différences importantes dont je parlerai tout à l'heure. Donc Mankiw, il explique que le pouvoir d'achat de la monnaie est déterminé par la confrontation entre la demande et l'offre de monnaie. La demande de monnaie, il la définit comme une demande, ou il la présente comme une demande d'encaisse liquide. Donc il explique fondamentalement, la demande de monnaie reflète la quantité de richesse que les gens veulent détenir sous forme liquide. Et de ce point de vue-là, on a une définition qui colle tout à fait avec les conceptions de von Mises sur la demande de monnaie.